Pour répondre aux questions, donc, je reprends en français la question qui a été posée par Cathy. En gros, c'est quelles sont les tendances migratoires actuelles dans l'Union européenne et quels sont les principaux flux migratoires et leurs causes. Alors, je dirais quelques mots. Tout d'abord, pour repréciser sur l'ensemble européen ce que représente en fait l'immigration. Si on prend l'immigration et les flux migratoires au sein de l'Union européenne, qu'on peut comparer avec d'autres zones de l'Europe, puisque l'Europe, ce n'est pas seulement l'Union européenne, c'est aussi une partie de l'Europe centrale, l'Ukraine, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, pas encore. La Russie aussi, vous avez une migration très forte, donc on pourra y revenir dessus. Mais sur l'Union européenne, en gros, nous avons, pour l'année 2023, qui est une année où on a un flux très important de migrants, plus de 4,3 millions de personnes qui ont immigré dans l'UE depuis des pays non membres, en grande partie à cause de la guerre, en fait, en Ukraine. Donc, qui a chapeauté avec elle énormément de réfugiés qui se sont dirigés vers les pays de l'Union européenne, et ce qui représente en valeur absolue, en valeur relative, 1% de la population totale de l'UE, l'Union européenne, estimée, je le rappelle, à 449,2 millions d'habitants en 2023. Parmi ces migrations, nous avons aussi à côté de cela ce qu'on appelle l'immigration intra-européenne. Donc la même année, en 2023, on a 1,5 million d'habitants au sein de l'Union européenne qui ont migré à l'intérieur de l'Union européenne, principalement des pays d'Europe du Sud ou des pays d'Europe centrale, vers les pays qui offrent des perspectives économiques intéressantes. Alors, aussi paradoxal que ça puisse paraître, l'Allemagne, quand on connaît sa situation industrielle aujourd'hui, les pays d'Europe du Nord, la France également, donc qui ont vu en fait un transfert d'1,5 million d'habitants au sein de l'ensemble de l'Union européenne. Autre chiffre, au 1er janvier 2024, on considère qu'au sein de l'Union européenne, environ 29 millions de citoyens de pays tiers résidaient dans l'Union européenne, ce qui représente environ 6,4% de la population totale. Si on prend en considération les personnes nées dans un territoire extérieur à l'Union européenne, le chiffre est un peu plus élevé, étant donné qu'un certain nombre d'entre eux acquièrent la nationalité et la citoyenneté du pays dans lequel ils résident. Alors principalement, parmi les causes de migration, on a différents facteurs. Je vais citer pêle-mêle des facteurs économiques. Première cause, la recherche d'opportunités, d'emplois, de meilleures conditions de vie sont à l'origine des principales motivations en fait de migration. Mais vous avez aussi la question de la sécurité, c'est-à-dire la stabilité politique, les conflits avec tous les réfugiés qui sont concernés justement par ces migrations. Et sur ce point-là, il est très important de dire que contrairement aux idées reçues qui sont généralement entretenues par les médias, les flux ne sont pas forcément des flux sud-nord, mais le plus souvent des flux internes, des flux sud-sud. Et je vais vous donner simplement un chiffre, c'est qu'on considère aujourd'hui que 70% des mouvements de migration dans le monde se font en direction de ce qu'on appelle pays en développement, c'est-à-dire pas du tout les pays du Nord, plutôt des pays intermédiaires. Et ce point-là, il est très important à rappeler, et je vous donnerai quelques chiffres après qui vont permettre justement de prendre du recul vis-à-vis de ce que l'on peut avoir comme information, notamment dans les médias mainstream. On a la question aussi des évolutions et changements climatiques qui comptent aujourd'hui de plus en plus. On considère qu'on aurait environ 30 à 50 millions de réfugiés climatiques, avec un chiffre qui serait pour 2050 l'équivalent de 260 millions de réfugiés climatiques, principalement d'Asie du Sud-Est, du sous-continent indien et de certaines zones en Afrique, touchées notamment par l'aridification des terres. Ensuite, on a des migrations dont on ne parle pas souvent, on en parle beaucoup en France, mais pas forcément ailleurs. Ce sont les migrations liées au regroupement familial, c'est-à-dire des personnes qui vont s'installer et qui font venir ensuite leur famille. Enfin, on a aussi tout ce qui est en lien avec les études et la formation. Énormément de gens qu'on va considérer comme migrants sont à la base en fait des étudiants qui s'installent, force d'opportunité dans le pays d'accueil, le pays de résidence. Ils restent et donc sont pris en compte dans les statistiques. Alors, concernant les pays, alors je vais prendre juste l'exemple de la France, l'Allemagne, l'Italie, et je vais y rajouter le Royaume-Uni, simplement pour vous donner quelques chiffres. Si on prend le cas de la France, en 2023, on comptait en France environ 7,3 millions d'émigrés, environ 10,7% de la population, un dixième de la population, dont 2,5 millions avaient acquis la nationalité française.
La population étrangère, c'est-à-dire résidant en France sans être française, s'élève quant à elle à 5,6 millions d'habitants, soit 8,2% de la population. C'est une immigration qui est fortement marquée par l'histoire, c'est-à-dire pour des besoins économiques, surtout dans les années 60, 70, 80, besoins de main-d'œuvre, et qui sont issus principalement des anciennes colonies. Le gros de cette immigration, en fait, a été organisé par les gouvernements. Dans le gouvernement français, on a une grande part de migrants originaires du Maghreb, d'Algérie, Maroc, Tunisie, mais aussi une présence importante d'Européens du Sud, Portugais, Italiens, les Italiens sont très nombreux en France, Espagnols, mais aussi d'Europe centrale, notamment de Pologne. Hein. On a une partie importante de la population française qui a des origines polonaises, notamment dans le nord de la France. On a également, et c'est une immigration qui est encore un peu plus récente, des populations originaires d'Afrique subsaharienne, de Turquie également, donc qui offre en fait un panel, une diversité culturelle très importante en France. Et les chiffres que je vous ai donnés, c'est les chiffres officiels de l'INSEE. En Allemagne, on est dans une situation qui est à peu près similaire, ceci près que l'Allemagne aujourd'hui est beaucoup plus attractive que la France en matière de venue d'immigrants. L'Allemagne a commencé avec des flux importants qui remontaient aux années 60 à travers ce qu'on appelait les travailleurs invités, qui venaient principalement de Turquie. Et puis, on a eu un afflux très important en Allemagne au lendemain de la chute du bloc soviétique, hein, du fameux, de la fin du pacte de Varsovie, la fin de l'Union soviétique, la fin des républiques populaires, qui ont vu un afflux important de migrants de tous les pays quasiment d'Europe centrale en direction de l'Allemagne et qui ont profité également du développement économique et industriel de l'Allemagne qui a été particulièrement fort et important à partir de la deuxième partie des années 2000. Et on a également toutes les crises récentes, notamment du Moyen-Orient, avec un afflux très important de migrants en direction de l'Allemagne, entre 1 à 3 millions selon les estimations, principalement venant de Syrie, d'Irak, auquel il faut rajouter également l'Afghanistan. Et sur ces toutes dernières années, évidemment, d'Ukraine, avec une diaspora ukrainienne très importante en Allemagne. L'Italie, on est encore dans un autre cas, mais avec des chiffres quasiment similaires. 6,7 millions de personnes nées à l'étranger en 2023, représentant environ 11% de la population totale de l'Italie. Principalement des migrants venant d'Europe de l'Est, de Roumanie, des Balkans, d'Albanie en particulier, du Maghreb, surtout le Maroc, un petit peu la Tunisie, et d'Asie, en particulier de Chine, et d'un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, notamment le Nigeria. Ce qui est intéressant ici dans le cas de l'Italie, c'est de voir comment l'Italie est passée en quelques années d'une situation de pays de migration, de pays de migrants. Il faut savoir que vous avez plus d'Italiens vivant à l'étranger que sur le sol italien. C'est-à-dire que si, par exemple, tous les Italiens du monde votaient, ils pourraient faire basculer radicalement une élection en Italie. On a entre 60 à 90 millions d'Italiens vivant hors d'Italie, hein, pour la petite information. Donc, la situation n'est pas forcément aussi catastrophique que certains commentateurs politiques en Italie qui disent que l'Italie serait en train de sombrer démographiquement. Il suffirait juste de faire revenir les Italiens vivant ailleurs, qui en plus ont généralement très bien réussi économiquement et apporteraient en plus avec eux un afflux, une capacité entrepreneuriale importante. Donc l'Italie n'est pas perdue, loin de là. Bon, ensuite, plaisanterie que je fais. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'Italie est passée très rapidement d'un statut à un autre, avec un statut très particulier, c'est que celui que l'Italie, du fait de la Méditerranée, se trouve en fait en situation de premier accueil et reçoit énormément de migrants liés notamment aux crises qui se sont succédées, notamment dans le Sahel et en Afrique du Nord, surtout après la guerre de Libye de 2011. Enfin, le Royaume-Uni est encore un cas intéressant, un peu similaire à celui de la France. On compte 9,5 millions de personnes nées à l'étranger, environ 14% de la population totale. Cette immigration, elle y a deux choses, l'histoire impériale, l'histoire coloniale, avec beaucoup de migrants issus de populations originaires d'Asie du Sud, Inde, Pakistan, Bangladesh, hein, le joyau de la couronne, hein, pour dire très simplement, d'un certain nombre de pays arabes, mais également d'Europe centrale et orientale, notamment la Pologne. Et nous avons également une migration à l'intérieur venue d'Europe, hein, notamment de France, très importante. Si on prend le cas de Londres, Londres est considérée, je crois, comme la troisième ville française du monde, avec, je crois, une diaspora estimée entre 400 et 600 000 Français, du fait de l'attractivité économique très importante de l'Angleterre, qui fait venir, en fait, des migrants d'un peu partout. Et là, on est dans des enjeux migratoires complètement différents.
Alors, ce que je voulais juste dire, et je vais terminer là-dessus, c'est de rappeler que lorsqu'on parle du phénomène de migration, comme l'a très bien évoqué l'ambassadeur McKinley, qui est, je le rappelle, ancien directeur général de l'Office international des migrations, c'est qu'on a un phénomène qui s'inscrit dans l'histoire, et en réalité qui s'inscrit dans une histoire longue. Si on prend juste quelques chiffres qui me semblent importants, c'est qu'aujourd'hui, on considère que les migrants représenteraient en gros 3,5% de la population mondiale. Aujourd'hui, en 2025. Si on prend 1900, les migrants représentent environ 5% de la population mondiale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où on aurait une augmentation absolument explosive du phénomène de migration. C'est simplement la nature des flux qui a changé. Si on prend entre 1870 et 1930, presque 90% des flux migratoires, ce sont des flux migratoires partant d'Europe vers le reste du monde. Il faut prendre en considération qu'un continent comme l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, à la base, il n'y a pas d'Européens. Et pourtant, la démographie, la sociologie de ces continents a complètement changé. Si vous prenez le cas de l'Australie, c'est pareil. Prenez le cas de la Nouvelle-Zélande, c'est pareil. Prenez le cas de l'Afrique du Sud, c'est exactement la même chose. Donc, le phénomène migratoire, ce n'est pas un phénomène migratoire des peuples bronzés du Sud qui voudraient envahir le Nord. C'est un phénomène qui est beaucoup plus ancien et qui, quelque part, s'inscrit sur les mêmes ressorts, les mêmes causes, les mêmes raisons. Et c'est très important de le rappeler. Mais dans l'imaginaire, nous avons souvent un imaginaire qui a été, et je vais laisser ça, construit sur une idée qui remonte peut-être à l'époque de ce qui a été le souvenir des grandes invasions des peuples germaniques vers l'Europe de l'Ouest, ou peut-être l'image qui s'est faite notamment à l'époque de l'Empire ottoman. Vous savez, les grandes conquêtes ottomanes qui ont créé une espèce de peur collective en Europe vis-à-vis de l'idée d'une submersion, transformation de population qui alimente, je pense que ça va être le cas des autres questions, en fait, une certaine image du phénomène migratoire qui est en réalité beaucoup plus ancien et beaucoup plus complexe que ce que l'on imagine. Donc voilà ce que je... Merci beaucoup, Hicham. How do you think European Union countries coping with the migration flows, especially from Arab and African countries? And why are right-wing radical sentiments growing in the European Union? And what could be the results? Voilà. Alors, c'est une question à la fois simple et compliquée, et qui est intéressante parce qu'on fait allusion à une identité particulière des migrants, et je trouve la question intéressante. Donc, je vais la retourner, cette question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le débat sur les questions migratoires, notamment en Europe, il est centré sur des migrations, entre guillemets, extra-communautaires, extra-européennes, comme si les autres phénomènes migratoires n'existaient pas, et comme si on éludait un point important, c'est qu'en dehors de tous les éléments explicatifs qui sont les moteurs des mouvements migratoires, on oubliait quelque chose qui est très important, c'est la dimension sécuritaire. C'est-à-dire que si on analyse aujourd'hui tous les flux de migrants issus notamment d'Afrique, au sens large, donc Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, Moyen-Orient, jusqu'au sous-continent indien, ce qu'il faut regarder, c'est que le grand moteur de ces mouvements migratoires sont liés, sur ces 20 dernières années, à des crises internationales. Et en grande partie, ces crises internationales, elles ont été provoquées par l'Occident lui-même, par l'Europe elle-même. Si vous prenez, par exemple, au sein de l'Europe, là je reste en Europe, la guerre de Yougoslavie. La guerre de Yougoslavie, c'est une guerre civile qui apparaît à un moment, chute du bloc de l'Est, même si la Yougoslavie n'était pas liée, entre guillemets, aux républiques populaires et avait une autonomie qui lui était propre. La Yougoslavie s'est libérée toute seule du joug nazi. Elle n'a pas attendu l'armée soviétique. Eh bien, la Yougoslavie, au moment où émerge cette guerre civile des années 90, vous avez un certain nombre de nations européennes qui mettent de l'huile sur le feu et qui contribuent d'une façon ou d'une autre à l'éclatement du pays, avec tout un effet dominant. Je pense que vous avez connu ça. Lorsque l'Allemagne reconnaît par elle-même l'indépendance de la Slovénie, qui pourtant fait partie de la Fédération de Yougoslavie, quoi que l'on pense des idéologies qui ont alimenté la guerre civile yougoslave, on est dans quelque chose qui construit au final la destruction de tout un pays. Et ce modèle, on le retrouve avec la guerre d'Irak, la guerre d'invasion de l'Irak 2003, qui déstabilise profondément un État qui était un État relativement stable, que cela plaise ou non, où les minorités religieuses n'étaient pas du tout oppressées comme elles le sont aujourd'hui. Si on prend le cas de la guerre de Somalie, nous nous sommes retrouvés dans une intervention sous couvert humanitaire
puis ensuite un départ des troupes qui étaient censées libérer et l'installation d'une instabilité qui n'est toujours pas réglée jusqu'à aujourd'hui. Si on prend la guerre d'Afghanistan, d'où sont issus énormément de migrants, on a une déstabilisation extérieure. Si l'on prend la guerre civile syrienne qui débouche sur ce que l'on connaît aujourd'hui, il y a eu également des interventions extérieures très importantes. Et aujourd'hui, on se plaint du fait qu'on massacrerait des chrétiens, qu'on massacrerait des minorités religieuses. Mais nous savions que nous allions dans ce chemin. Ce n'est pas quelque chose qui était imprévisible. Et donc, on a joué avec le feu. Si on prend le cas le plus emblématique, qui est celui de la Libye. Libye, en 2011, c'est le pays d'Afrique qui a l'indice de développement humain le plus développé du continent, le plus important du continent. C'est un pays où le niveau de vie, pour faire simple, pour les Libyens nationaux, est l'équivalent du niveau de vie d'un pays comme la France ou l'Italie, sans avoir besoin de travailler pour les Libyens. Ça, c'est compliqué à expliquer, mais les gens vivaient très bien. On contribue à l'installation d'une espèce de guerre civile qui n'a en réalité jamais existé. Vous avez des troupes extérieures, notamment financées par les Émiratis, travaillant pour le compte d'autres intérêts, puis une intervention de l'OTAN qui contribue à la destruction d'un pays qui était stable. Et qu'est-ce que vous avez derrière ? Vous avez des millions et des millions de réfugiés, notamment tous ces travailleurs d'Afrique sahélienne qui travaillaient en Libye, qui faisaient vivre chacun peut-être une dizaine de personnes derrière. Toute cette économie est déstabilisée, donc on se retrouve avec des mouvements migratoires ininterrompus depuis la Libye, qui est devenue aujourd'hui une base arrière très importante des mouvements de migration du sud vers le nord. Puis vous avez une déstabilisation de tout le Sahel, comme une espèce de jeu de domino, puisque derrière la chute de la Libye, vous avez tout l'arsenal militaire de la Libye qui est transféré dans les pays du Sahel, et vous avez tous les mouvements terroristes, djihadistes qui se créent au Mali, au Niger, au Burkina Faso, et qui sont à l'origine des déstabilisations actuelles et des flux de migrants massifs pour certains, mais dont on connaît l'origine. C'est-à-dire que si l'Europe, si l'Occident plus globalement n'avait pas fait la guerre dans ces régions, dans ces pays, nous n'aurions pas ces flux et nous ne serions pas en train de discuter aujourd'hui de la question de l'impact de ces migrations. Après, on va ouvrir une autre question qui est celle des conséquences de ces migrations, des effets sur la vie politique intérieure, sur la perception, sur le débat d'idées, et notamment l'idée qu'il existe en Europe aujourd'hui une lame de fond qui tend à considérer que l'Europe vivrait une forme de submersion culturelle, civilisationnelle, dont elle devrait, entre guillemets, se protéger. Et moi, j'aimerais dire deux choses. Un, personne n'a empêché les Européens de faire des enfants. Personne, absolument personne. Et de deux, chose très importante, c'est que derrière cette idée de submersion, il y a aussi le fait que vous avez une partie de ces migrants qui seraient problématiques, non pas seulement parce qu'ils seraient originaires d'origines culturelles, de pratiques civilisationnelles différentes, etc., mais parce qu'ils ce sont souvent des gens qui portent avec eux d'énormes traumatismes, des gens qui ont connu la guerre, des gens qui ont connu des situations de stress particulières, qui n'arrivent pas à trouver leur place ici, et en réalité, il faut analyser les choses différemment. Et les questions sécuritaires, si vous prenez par exemple le profil psychologique de la plupart des fauteurs d'attentats terroristes sous couvert djihadiste, vous vous retrouvez avec des gens qui portent tous avec eux des problèmes psychiatriques graves. Et vous n'avez qu'à éplucher ce que dit la presse. On vous dresse des profils de radicalisation, de radicalité liés à une origine étrangère, mais le plus souvent, vous regardez les profils psychologiques, ce sont des profils psychologiques pour lesquels des signalements sérieux ont été faits sur une instabilité psychologique liée à ce qu'ils ont vécu. Est-ce que vous pensez que les Syriens qui arrivent ici, alors certains sont médecins, sont très bien formés, un niveau entrepreneurial exceptionnel, mais une grande partie d'entre eux ont vu des massacres. Une grande partie d'entre eux ont participé à des massacres et se retrouvent migrants aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'ils vont s'insérer de la meilleure façon dans les sociétés européennes? Absolument pas. Et cette question, lorsqu'on pose la question de la migration et de ses conséquences, il faut savoir et oser la poser dans les bons termes. Et le rôle notamment de l'Europe dans la destruction de sociétés entières, d'États qu'on a fait effondrer. Voilà. And about right-wing radical sentiments, which is growing in the European Union. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est qu'à côté de ça, vous avez des partis des partis politiques, des mouvances idéologiques, un débat intellectuel, un débat d'idées qui se nourrit en fait de cette situation d'être dans une idée que nous serions aujourd'hui dans des sociétés qui ne contrôlent plus leurs frontières, qui ne contrôlent plus en réalité des flux de population
qui amène le cœur des sociétés à être traversé par un sentiment, entre guillemets, de peur culturelle, d'insécurité culturelle, tel que l'avait décrit le sociologue français Christophe Guilly, et qui avait analysé, entre guillemets, quels étaient les ressorts du vote du Front National en France, du Rassemblement National de l'extrême droite. Il avait émis un certain nombre d'hypothèses. Parmi les hypothèses, il y aurait l'idée que cette immigration, cet afflux d'immigration, contribue à créer une sorte d'insécurité culturelle qui est un moteur, justement, et qui alimente des partis qui surfent, justement, sur cette question qui s'inscrit un petit peu, vous savez, dans cette idéologie guerre des civilisations théorisée par Samuel Huntington début des années 90 et qui essaie de mettre en opposition des mondes les uns contre les autres. C'est une théorie totalement stupide. Pourquoi elle est stupide? Parce que déjà, elle insulte la réalité de l'histoire. Puisque si vous prenez certaines nations, un certain nombre de nations se sont constituées justement du mélange culturel, d'implications culturelles diverses, déjà d'une. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut regarder, c'est que derrière cette théorie, on n'a qu'à prendre l'exemple par l'absurde, qui est celle du pays du Golfe. Prenez le Qatar, prenez les Émirats arabes unis, vous prenez Bahreïn, Koweït, vous avez 90% de la population là-bas qui est étrangère. Et pourtant, les populations nationales là-bas ne ressentent et n'expriment absolument pas le moindre sentiment d'insécurité culturelle. Comment vous l'expliquez? Voilà. Merci, Hichem. Shortly, Hichem, if you can give your forecasts about economic and social situation in Europe in the context of migration. Voilà. Alors, j'essaie de traduire. Politiquement, c'est-à-dire la question migratoire, ce que je considère, c'est qu'elle va alimenter de toute façon une radicalisation politique de plus en plus forte. On le voit à travers la montée en puissance d'un certain nombre de mouvements, entre guillemets, classés extrême droite, voire classés souverainistes ou autres, qui interviennent énormément sur cette question, justement, de la subversion migratoire. On l'a vu en Allemagne avec les dernières élections, et notamment l'AfD, qui a réussi un résultat qui avoisine les 24-25%, qui s'alimente aussi d'autres choses, et notamment la question économique liée aux sanctions sur la Russie, qui pose un problème pour l'Allemagne en termes de compétitivité économique. Donc ce sont ces deux éléments qui ont alimenté la montée en puissance du mouvement d'extrême droite en Allemagne. En France, elle contribue également à une montée en importance du mouvement du Rassemblement national. Donc on a cet élément-là. Après, il y a un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est que plus un pays est attractif économiquement, plus il attire en réalité un phénomène migratoire. Vous avez des pays à un moment donné où vous avez des flux qui peuvent s'inverser ou fortement se réduire. C'est-à-dire que si vous regardez à l'échelle européenne, les pays qui attirent le plus sont ceux qui ont une croissance économique intéressante et qui offrent des opportunités. Mais au-delà de ça, il y a deux questions qui pour moi sont essentielles. Un, c'est quand est-ce que l'Europe et les pays occidentaux, je suis désolé de le dire de cette façon-là, vont arrêter de déstabiliser les États en place, notamment dans le monde moyen-oriental, en Afrique, ce qui sera une réponse pour la réduction du mouvement migratoire, une réponse très importante. Puis la deuxième, c'est la question démographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on voulait fermer les portes de l'immigration, on est situé dans une situation qui est quand même difficile. C'est que vous avez des pans entiers de l'activité économique qui ne peuvent exister que par la présence de main-d'œuvre étrangère. Regardez juste le cas de la Suisse. Citez-moi juste à Genève un employé dans le domaine de la restauration qui ne soit pas étranger. Et quand je dis étranger, c'est étranger hors Europe ou étranger proche, c'est-à-dire un Français dit frontalier. Moi, je n'ai jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui la moindre personne de citoyenneté suisse travaillant dans le domaine des services, dans un restaurant ou dans un café. Et pourtant, je demande à chaque fois, juste pour me faire une idée, c'est une réalité. Et ça, vous le retrouvez dans toute une série de domaines, services à la personne, dans certaines industries. Donc, c'est aussi cette question-là qui se pose. Donc, il y a un volet économique, il y a un volet politique. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est ce qui est problématique, c'est que les populations sont gênés par une chose, le fait que les dirigeants politiques ne répondent pas en fait à leurs demandes, n'apportent pas de solution et au contraire surfent en réalité sur les conséquences des décisions qui sont les leurs. Lorsqu'on a déstabilisé et détruit la Libye, nous nous retrouvons avec des afflux de millions de migrants étrangers venus d'Afrique sahélienne ou d'Afrique du Nord, et les mêmes politiques qui sont à l'origine de la destruction de la Libye
un pays qui était prospère, surfe sur la peur des étrangers. Donc on est quand même dans une hypocrisie et dans une moquerie générale qui est assez conséquente. Voilà ce que je dirais pour résumer les choses. Merci beaucoup, Hicham.